Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la pleurésie et euh, je vais vous expliquer en quoi la kinésithérapie peut être efficace dans le traitement de cette maladie. Alors, la pleurésie, c'est une maladie qui se manifeste par une inflammation de la plèvre et par la présence d'un liquide dans la cavité pleurale. La plèvre, c'est une membrane qui constitue l'enveloppe protectrice du poumon. Cette membrane se compose de deux couches. Une couche qui recouvre le poumon, c'est ce qu'on appelle la plèvre viscérale, et une autre couche qui recouvre la face interne de la cage thoracique, c'est ce qu'on appelle la plèvre pariétale. Donc on a deux couches, dans la plèvre viscérale et la plèvre pariétale. Ces deux couches sont séparées par un espace vide, c'est la cavité pleurale. Alors, on parle d'une pleurésie lorsqu'il y a une accumulation anormale d'un liquide dans la cavité pleurale. Cliniquement, la pleurésie peut apparaître selon plusieurs formes. Elle peut être sans épanchement, ça veut dire sans présence d'un liquide, c'est ce qu'on appelle la pleurésie sèche. Et aussi, elle peut apparaître avec un épanchement pleural qui est non purulent, ça veut dire un liquide qui est jaunâtre ou bien blanchâtre, ou bien un liquide qui est transparent et non purulent. Dans ce cas, on parle de la pleurésie sérofibrineuse. Et aussi, elle peut apparaître avec un épanchement pleural qui est purulent. C'est ce qu'on appelle la pleurésie purulente. Donc, on a la pleurésie sèche, on a la pleurésie sérofibrineuse, on a la pleurésie purulente, et il y a d'autres formes. Alors, quels sont les symptômes de cette maladie? Les patients, comment ils se présentent? Alors, les principaux symptômes relatifs à la pleurésie sont la toux. Dans ce cas, on parle d'une toux qui est sèche, une toux qui est non productive, et aussi la douleur. Le patient se présente avec une douleur qui est très intense, une douleur qui s'installe au début au niveau de la poitrine, puis elle commence à irradier progressivement vers les épaules et vers le dos. Il y a aussi d'autres symptômes qui peuvent être également associés à la pleurésie, tels que la fièvre, par exemple, en cas d'une infection, la perte de poids, l'amaigrissement, l'anorexie. On peut parler aussi de l'essoufflement. Et aussi parmi les symptômes qu'on peut trouver dans ce cas, c'est la dyspnée. Ça veut dire les troubles respiratoires tout simplement. En ce qui concerne l'étiologie, ça veut dire les causes de la maladie, bien sûr, il y a plusieurs causes. Par exemple, la pleurésie peut être infectieuse. Et l'agent infectieux peut être un virus, peut être une bactérie. Une bactérie comme, par exemple, le streptocoque, comme le staphylocoque doré, comme le pneumocoque, comme le bacille de Koch, etc. Et aussi, l'agent infectieux peut être un parasite, peut être un champignon, etc. Donc, parmi les causes de la pleurésie, c'est quoi? C'est l'infection, que ce soit une infection virale ou bien une infection bactérienne. Quoi d'autre? Aussi, parmi les causes de la pleurésie, on trouve l'insuffisance cardiaque, le cancer, un cancer pulmonaire ou bien une tumeur qui a développé des métastases au niveau de la plèvre. On peut parler aussi d'un traumatisme. La pleurésie peut arriver suite à un traumatisme, suite à une fracture au niveau d'une côte, par exemple. On peut parler aussi de la pancréatite. Et aussi parmi les causes de la pleurésie, ce sont les complications défavorables et les effets indésirables de certains médicaments, etc. Donc, il y a plusieurs causes. Et le traitement de la maladie dépend de son origine et dépend de la cause de cette maladie. Par exemple, en cas d'une infection virale, la pleurésie peut se soigner spontanément et sans traitement. Par contre, en cas d'une infection bactérienne, si la pleurésie est causée par une infection bactérienne, le médecin traitant doit prescrire un antibiotique pour limiter les complications.
Et aussi, des anti-inflammatoires peuvent être prescrits. Hein. Des anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être prescrits pour calmer la douleur et pour traiter l'inflammation et pour réduire les symptômes. Quoi d'autre? Aussi, parmi les moyens de traitement de cette maladie, c'est la kinésithérapie respiratoire. La kinésithérapie respiratoire occupe une place importante dans le traitement des complications et des symptômes relatifs à la pleurésie. Et le protocole de la rééducation se déroule selon deux phases. La première phase et la deuxième phase. La première phase, c'est la phase aiguë, ce qu'on appelle la phase liquidienne. Ce sont les 3 premières semaines. Et la deuxième phase, c'est la phase séquelaire, c'est la phase post-liquidienne. Cette phase commence à partir de la 4e semaine et elle peut durer presque 6 mois. Alors, on commence par la première phase, c'est la phase liquidienne. Dans cette phase, la rééducation ne commence qu'après la disparition totale des signes inflammatoires. Et parmi les objectifs de la rééducation dans cette phase, c'est le traitement de la douleur. Il faut d'abord aider le patient à prendre conscience de ses capacités ventilatoires pour le rassurer. Et concernant le traitement de la douleur, on fait un massage qui garde une place importante dans cette phase. Il permet de calmer la douleur, il redonne à la peau sa souplesse et aussi il prépare les muscles au travail actif et au mouvement actif. Et les muscles qui sont concernés par ce massage sont les muscles du cou, le trapèze, les dorsaux, les pectoraux et les intercostaux et aussi les muscles spinaux. D'accord? Et normalement, le massage se fait en décubitus latéral. On demande au malade de se mettre en décubitus latéral sur le côté sain. C'est une position qui est très bénéfique pour le malade. C'est une position qui permet une mobilisation du liquide pleural. Hein, cette position permet de mobiliser le liquide pleural et de maintenir le diaphragme en position basse. Quoi d'autre? Après avoir calmé la douleur, on passe au désencombrement. Et dans ce cas, la technique la plus efficace, c'est quoi? C'est l'accélération des flux expiratoires brusques avec une contraction rapide et forcée des muscles expirateurs. On insiste sur la respiration abdomino-diaphragmatique. Et on peut faire aussi des vibrations, pourquoi pas? Les vibrations peuvent être associées à cette technique. Quoi d'autre? Aussi, parmi les objectifs de la rééducation dans la première phase, c'est la résorption des liquides pleuraux. En parallèle avec le désencombrement bronchique, on demande une ventilation à dominante expiratoire pour faciliter l'évacuation de la poche des liquides pleuraux. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On demande au patient de faire une inspiration nasale qui est courte, suivie d'une expiration buccale qui est prolongée et qui est lente. D'accord? Donc, au début, l'aspiration doit être courte et doit être limitée. Et progressivement, elle va devenir profonde pour mobiliser le diaphragme dans toute l'amplitude. Alors, après presque 21 jours, 3 semaines, la maladie dépasse la phase aiguë et entre dans la deuxième phase qui est la phase séquelaire. Dans cette phase, le patient doit continuer les séances de la kinésithérapie respiratoire et le protocole de la rééducation, dans cette phase, on peut le diviser en 4 parties. En bref, la première partie, c'est quoi? C'est le traitement de la douleur, comme la première phase. On a 2 choses. La première chose, c'est la massothérapie. Le patient doit se mettre toujours en décubitus latéral sur le côté sain. Et on fait un massage antalgique et décontracturant. Hein. On insiste sur les contractures et sur les points douloureux
et sur les fibroses cutanées. Donc, la première chose, c'est la massothérapie. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'il faut aider le malade à prendre conscience des bonnes postures et des mauvaises postures, en position assise et aussi en position debout devant un miroir. Donc, la première partie, c'est quoi? C'est le traitement de la douleur. La deuxième partie, c'est quoi? C'est l'expansion diaphragmatique. Le diaphragme, c'est un muscle qui est responsable de l'inspiration. Donc, le renforcement de ce muscle est très important. Il fait partie du traitement. Le travail se fait soit en position demi-assise, soit en décubitus dorsal avec des genoux fléchis. C'est très simple. On demande au patient de faire une inspiration profonde par le nez et une expiration profonde par la bouche. D'accord? Lors de l'inspiration, il doit gonfler le ventre et au cours de l'expiration, il doit rentrer le ventre. Et on doit bien sûr suivre le mouvement de la ventilation par nos mains. D'accord? Dans cette position, le diaphragme travaille contre la résistance des viscères. On continue le même travail et la même technique, toujours en décubitus dorsal avec des genoux fléchis, l'inspiration profonde par le nez, l'expiration profonde par la bouche. Et le kiné doit résister contre le mouvement de la ventilation par ses mains. On fait une légère pression sur l'abdomen et sur la région péri-ombilicale pour résister contre le mouvement de la ventilation. C'est ce qu'on appelle l'expansion contrariée. Donc on a l'expansion secondée et l'expansion contrariée. Et on continue notre travail, la même technique, toujours l'inspiration profonde et l'expiration profonde, mais cette fois en décubitus latéral. On demande au malade de se mettre en décubitus latéral, cette fois sur le côté malade, et non pas sur le côté sain, mais sur le côté malade. Pourquoi sur le côté malade? Tout simplement pour assurer une participation de l'hémidiaphragme qui est atteint. D'accord? Parce que pour renforcer le diaphragme, le patient doit appuyer sur le côté qu'on veut travailler. Par exemple, si je veux renforcer la partie antérieure du diaphragme, le patient doit se mettre en décubitus ventral. Et si je veux renforcer l'hémidiaphragme droit, c'est-à-dire la partie droite du diaphragme, le patient doit se mettre en décubitus latéral sur le côté droit. C'est ainsi de suite. Quoi d'autre? La troisième partie, c'est quoi? C'est l'expansion thoracique ou bien l'expansion hémithoracique. Normalement, cette partie ne commence qu'après la disparition totale de la douleur. Et l'objectif de l'expansion thoracique, c'est quoi? C'est l'étirement du côté pathologique pour lutter contre les rétractions du côté malade, du côté pathologique. D'accord? Donc, il y a plusieurs exercices qui peuvent être effectués. Ce sont des exercices actifs qui entrent dans le cadre de la mobilisation costale. Je vous donne juste un simple exemple. Imaginez avec moi le patient devant vous qui est en position assise sur un tabouret, en califourchon par exemple. Il va prendre un bâton et il va pousser les bras vers le haut. Ça veut dire qu'il va faire une élévation des bras vers le haut. Puis il va faire un abaissement qui est latéral sur le côté sain. D'accord? Donc, lorsqu'il va faire un abaissement latéral sur le côté sain, automatiquement, il va étirer le côté pathologique. Je pense que c'est clair. Donc, il y a plusieurs exercices. Le patient doit apprendre quelques exercices pour les faire au cours de la séance et chez lui à domicile. D'accord? Donc, on a parlé, pour la deuxième phase, on a parlé des traitements de la douleur et l'expansion diaphragmatique et l'expansion thoracique. La quatrième partie, c'est la dernière partie, c'est quoi? C'est le réentraînement à l'effort. Dans cette partie, il faut faire une gymnastique globale avec une reprise des activités de la vie courante, bien sûr en respectant les capacités ventilatoires des patients. Et la gymnastique comporte une gymnastique rachidienne correctrice pour corriger les déformations rachidiennes par des étirements par exemple, et aussi le travail de l'endurance. Le patient peut faire
une activité physique aérobie qui se base sur l'endurance, telle que la marche, par exemple, en utilisant le tapis roulant, etc.